Madame Pauline n'est pas la femme de Ben Archat, et son bouygues de la rue de Chazelle n'a rien à voir avec le château fort du défunt. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour le cinéma ou la télé? Un cinéma de village, un voyageur temporel, une balade à vélo et un hôpital psychiatrique, deux films qui à première vue n'ont rien à voir, mais on va quand même essayer d'en faire des parallèles foireux. Bienvenue dans Rien à voir les films, épisode 21. Toutes les 2 semaines, on parle de 2 films, on les compare, on les décortique pour trouver des points communs ou des points de divergence, et puis on fait des digressions pour parler de tout et n'importe quoi en lien avec ces films et en lien avec le cinéma. Et si l'émission vous plaît, vous pouvez bien évidemment vous abonner sur YouTube ou en podcast, et nous suivre sur notre compte Instagram afin de ne rien rater de nos actualités. Et donc bonjour Benjamin. Salut. Et bonjour Anouche. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'explication sur le choix de ces films. Je sais juste que Anouche voulait parler de l'Armée des 12 singes. Et donc j'ai cherché un petit peu au hasard dans ma bibliothèque et je suis tombé sur Cinéma Paradiso. T'as tapé dedans, le Blu-ray il est tombé. Exactement, il est tombé. Je me suis dit, allez, ça c'est sera le lui. destin. Et en vrai, c'est 2 films assez exceptionnels. Dites-moi que vous avez au moins autant chialé que moi devant Cinéma Paradiso. Oui, je vois qu'il y a un grand oui. C'était pas loin. Surtout, la musique, elle en fait beaucoup. Hein, Le final de Cinéma Paradiso, peut-être. Ouais. Et donc, on a fait ce film un peu pour toi, Anouche aussi. Parle-nous de l'Armée des 12 singes. Du coup, L'Armée des 12 singes, un film de Terry Gilliam sorti en 95. L'histoire, c'est qu'en 2035, dans un monde inhabitable des suites d'un virus qui a décimé 99% de la population, James Cole est choisi pour mener une mission de la plus haute importance. Il doit retourner dans le passé pour découvrir qui est à l'origine de la catastrophe de 97 et surtout stopper ceux qui ont diffusé le virus. Il est malheureusement envoyé à la mauvaise époque et il se retrouve interné en asile psychiatrique, considéré comme fou par tous, ou presque. Oh. Ça laisse pas mal de... Ça laisse pas mal de possibilités. Voilà. des mystères sur la suite. Hein, Exactement. Et sur tous les retournements de situation qu'on va devoir à un moment donné spoiler Évidemment. quand même, parce que effectivement, si on veut parler un petit peu d'analyse de ce film, Oui. il va falloir spoiler. Notamment dire que c'est très inspiré De la jetée. La Jetée, merci. Qui est un film français de science-fiction qui est filmé en... C'est une série de photographies. Ouais, comme des diapos. C'est le meilleur diapo chez Mamie de l'histoire. C'est celui qui est exposé en grand sur sa vitre. C'est ça. Avec notamment un personnage qui se voit mourir dans le film, sans spoiler l'Armée des 12 singes. On va spoiler à la fin, 2 minutes après. Alors, à la fin de 6ème Sens, d'ailleurs, ça m'a les deux, c'est avec Bruce Willis. Oui, parce qu'on... Mais voilà, très inspiré de ce film du coup. Sans plus spoiler, attention. Non, Faudrait du tout. pas. Et donc, Cinéma Paradiso, Benjamin, de quoi ça parle ? C'est un film italien de la fin des années 80, où en fait on suit Salvatore, qui est un cinéaste reconnu, qui habite à Rome, et un jour il reçoit un coup de fil, où on lui apprend que Alfredo est mort. Alors qui est Alfredo ? Et ben, on va le savoir à travers le film, hein, qui est un espèce d'énorme flashback, où on voit Salvatore enfant, dans la Sicile des années 40, qui se fait appeler Toto par tout le monde. Et à l'époque, il passe beaucoup de temps au cinéma, qui est situé dans une église, où il se lie d'amitié avec Alfredo, qui est le projectionniste, qui au travers du film qui va projeter au petit, lui transmettre sa passion du cinéma et lui apprendre la vie aussi, parce que le petit Toto n'a pas de père. Pour commencer par le début des films, ce sont Oui. des films qui s'ouvrent par la fin. Oui. Donc, dans Cinéma Paradiso, on commence par apprendre la mort d'Alfredo, puis tout le déroulé de comment ils se sont connus, comment ça impacte sa vie, parce que la mère de Toto, enfin de Salvatore, pense que il va pas vraiment s'en souvenir de Alfredo, parce que ça remonte à il y a si longtemps, et en fait, si, quand même, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Dans l'Armée des 12 singes, en fait, on pense que c'est un flashback au début, puisque c'est l'enfance de Bruce Willis. Et au fur et à mesure du film, on va apprendre à comprendre ce qui se passe, comment est-ce qu'on en est arrivé là, qu'est-ce que signifie cette scène traumatisante pour Bruce Willis. Et donc, l'idée, c'est les 2 films commencent par des images, et après, on y donne du sens. Bien sûr.
Alors autant dans Cinéma Paradiso, c'est via un flashback, donc un voyage dans le temps, on va dire, métaphorique, spirituel, alors que dans l'Armée des 12 singes, c'est un voyage dans le temps littéral, Ouais. où on revoit Bruce Willis en 1990. C'est pas le bon moment, parce que le virus, il est déclenché en 96 ou 97. Ensuite, il est envoyé en 1917, donc pas bon non plus. Et ensuite, à bonne époque. Ça, il fait 3 voyages dans le temps, C'est ça. à diverses époques, et qui chacune ont leur importance Bien sur sûr. le récit, sur l'évolution de sa relation avec Madeleine Stowe, qui va finir par... Qui est la psychologue qui rencontre... qui est sa psychologue durant son passage à l'asile, et qui va apprendre à le comprendre et à le croire, peut-être. Est-ce que c'est vraiment un voyageur temporel ? Est-ce qu'il est juste fou ? Mais c'est tellement Ça une pourrait. bonne psychologue ou une psychiatre, je sais plus la différence. C'est tellement une bonne psy qu'elle arrive à lui retourner la tête, mais dans son intérêt, quoi. C'est pas pour le manipuler, c'est pour... parce qu'elle, ça lui semble tellement fou qu'elle dit non mais c'est forcément que peut-être qu'il y a un truc qui va pas chez toi, quoi. Et elle réussit à le convaincre. Avant de se rendre compte que finalement... Et après, elle doit à nouveau le convaincre. Voilà, que c'est quand- lui Et oui, qui que avait non, raison. non, c'est moi qui me suis trompé. Tu Et as oui. raison, tu as raison. Ce serait marrant de voir un médecin un jour. Non, mais vous êtes malade, vous êtes malade. Voilà, vous êtes un voyageur temporel. Donc on a mentionné Bruce Willis, Madeleine Stowe. Un casting qui a accepté un cachet moins important. Et donc on retrouve aussi Brad Pitt dans un rôle complètement différent de ce qu'il avait joué avant, puisqu'il avait vraiment cette image de beau gosse, il sortait de Entretien avec un vampire. Et au moment où il a été recruté, où c'était la pré-prod du film, il n'était pas encore si connu que ça. Et c'est vraiment au moment de commencer le tournage qu'il était ultra connu. Et du coup, il vient vraiment casser son image, et on sent que ça lui a tellement plu comme expérience qu'il a après réitéré sur Seven, sur Fight Club, sur Snatch, évidemment. C'est également la première fois où Bruce Willis se fait buter à l'écran. Avec une moustache et une perruque. Ridicule. Exactement. C'est vrai que niveau costume, il s'est bien tapé le petit impair transparent tout en bavant, là, comme ça. Qui, étonnamment, ressemble plus au Bruce Willis qu'on a aujourd'hui. C'est... J'ai pas osé la faire. C'est horrible. Et dans Cinéma Paradiso, on retrouve aussi des acteurs super connus que ma culture ciné fait que je les connais pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de culture française de culture de cinéma français sur l'époque Philippe Noiret, Jacques Perrin. Même pour les acteurs italiens. Même pour les acteurs italiens, c'est une époque qu'on ne connaît pas vraiment. Mais de ce que j'ai noté, en gros, Philippe Noiret, donc c'est un acteur de la nouvelle vague quand même, et qui a déjà joué dans Leto de Hitchcock par exemple. Et dans les années 70, il a entamé un grand virage vers les coproductions franco-italiennes, dont Cinéma Paradiso qui est l'un des derniers. Et surtout, alors je ne sais pas le cachet qu'il a eu exactement pour le film, mais il a accepté de jouer Cinéma Paradiso à la lecture du script. C'est-à-dire qu'il a fini le script en larmes. Et à ce moment-là, il s'est dit « Ok, je veux le jouer, je veux pas qu'un autre ait ce rôle, je veux que ce soit moi. » Peut-être qu'il y avait Ennio Morricone qui jouait la musique à côté. C'est ça. Pour Jacques Perrin, j'ai noté immense acteur de l'époque, mais en même temps, je sais pas vraiment qui c'est. Encore une fois, sorry. Oui, non, mais c'est comme si on disait Belmondo, tu vois. Même si t'as pas vu tous les films. Voilà, Belmondo, tu sais que... tu vois. Je pense que Belmondo, c'est quand même plus parlant que Jacques Perrin. Oui, quand bon, même. bien sûr. Mais une anecdote quand même sur ce film, c'est qu'il est venu pour se faire plaisir, et surtout le réalisateur voulait lui faire plaisir, et notamment toute la scène de fin du film qui ressemble beaucoup à celle de Babylone. Enfin, c'est Babylone qui ressemble à Cinéma Paradiso, avec un montage d'images de films, d'illustrations de films. Mais en fait, il n'était pas au courant, Jacques Perrin, de ce qu'il allait voir. Exactement. Donc la réaction qu'il a à la fin du réelle. film, c'est la vraie réaction. C'est vraiment lui qui découvre ces images, ce qui rend la scène d'autant plus belle. Et voilà. Et d'ailleurs, la personne qui l'accompagne, le projectionniste qui l'accompagne, en fait, c'est le caméo, c'est le réalisateur. Ok. Voilà. C'est super chouette comme anecdote aussi. Voilà. Et donc, on a parlé de cette première fois de Bruce Willis qui meurt à l'écran. C'est également la première fois de Salvatore Cascio, du coup, qui joue pour la première fois à l'écran, qui joue le rôle de Toto. Donc, il s'appelle vraiment Salvatore. Oui. C'est pratique. Et il a été repéré parce qu'en fait, pour trouver l'acteur de Toto, ils ont fait un casting sauvage dans des salles de classe italiennes, et ils l'ont trouvé. Ils étaient là, celui-là, il est bon, et on va le caster. Et j'ai également une anecdote sur le gamin de l'Armée des 12 singes, du coup, qui interprète Bruce Willis jeune. À l'origine, ils avaient casté un enfant
pour ses jolis yeux, parce qu'il avait des très beaux yeux qui passaient très bien pour les gros plans larges. Serré du coup. De quoi ? Les gros plans plans larges, pas c'est... oui, les plans larges serrés. Ouais. Donc sur les plans très serrés sur ses yeux. Et sauf que il jouait comme un pied, le pauvre. Bon, après c'est un enfant, mais il jouait pas très bien. Et heureusement, le producteur avait prévu un enfant de secours. La sortie du coffre de sa bagnole, il a dit, hop, c'est bon. tu es acteur maintenant. Et il avait au cas où, et au final c'est lui qui a eu le rôle. Alors il a des moins beaux yeux, mais il joue beaucoup mieux. Et, c'est le plus important. Parce que le film commence sur lui, il finit sur lui, donc c'est quand même important d'avoir un gamin qui joue bien. Comme dans Cinéma Paradiso. En même temps, il y a plusieurs acteurs qui jouent Toto, mais en même temps, quand tu as vu le film, celui dont tu te souviens, c'est le gamin. Parce qu'il est incroyable, le gamin. C'est aussi celui qui a le plus de temps d'écran dans le film. Donc, oui, aussi. Mais forcément, tu t'habitues quand même, il a une présence... Ah non, bien sûr. Et donc, dans ces deux films, on a parlé que dans Cinéma Paradiso, on le voyait à des âges différents. Et notamment, toute une partie du film, dans le présent, plus ou moins, enfin dans le présent du film, c'est donc Salvatore qui revient dans son village pour y constater tout ce qui a changé, pour se remémorer ces histoires. Et également dans l'Armée des 12 singes, on a donc ce voyage à travers les époques. Et notamment, on va un peu poser la question de la nostalgie. Oui. Est-ce que Cinéma Paradiso, c'est un film qui dit le cinéma c'était mieux avant, par exemple ? Je vous pose la question. Je dirais que non. Non, mais je dirais qu'il y avait peut-être un peu plus de... un côté plus solennel dans le cinéma avant, parce qu'il y avait... Solennel ? Ouais, un petit peu. C'est spontané. Non. C'est quand même sacrément le bordel dans la salle de cinéma. Non, c'est justement. pas ça que je voulais dire alors. Je sais plus. Plus authentique peut-être ? Ouais. De la salle de cinéma ? Après, je pense que ça traite aussi du côté, pas forcément c'était mieux avant, mais plus... parce que là, Toto, il est dans le temps présent, il a quoi, 40 ans, 45 ans, et c'est un réalisateur accompli, alors que quand on le voit gamin, il découvre le cinéma, il découvre sa passion, et c'est comme pour plein de choses, en fait, on se dit « Ah, c'était bien à l'époque », mais c'est parce que souvent on a découvert telle chose, et donc forcément, quand c'est nouveau, tu prends tout d'un coup, et c'est ça qui enclenche le reste, tu vois. Et je trouve que c'est plus ça. Enfin, et aussi le mettre en rapport avec l'idéalisme et la réalité, quoi. Un peu comme dans l'Armée des 12 singes, où forcément Bruce Willis est content d'être dans les années 90 parce que c'est mieux que son futur... L'air est plus agréable. Voilà, post-apocalyptique. Mais en soi, on voit que c'est quand même une époque où il y a des défauts, quand on voit la pauvreté dans les rues de la ville, la façon dont sont traités les malades dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà, il y a plein de défauts. Alors forcément, ça reste mieux que l'apocalypse, mais ça remet en perspective. Parce que Bruce Willis, lui, il l'a connu que gamin. Et encore, il s'en souvient à moitié, quoi. Parce que dans le présent de l'Armée des 12 singes, quand ils parlent des années 90, ils disent c'était les femmes et la drogue, en gros. En mode, c'était trop bien, les années 90, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était Woodstock, en fait. Et il y a une phrase très intéressante dans le film, le moment où justement ils sont dans la salle de cinéma, dans l'Armée des 12 singes, où Bruce Willis dit « Le film ne change pas, c'est nous qui changeons ». Au moment où il regarde les oiseaux de Hitchcock, je crois. Enfin, Vertigo. Non, c'est pas Vertigo. Si, Vertigo. Parce que justement, il y a tout le passage avec le personnage qui dit « Ah, c'est ici que je suis née, c'est là que je suis morte ». Et justement, j'avais trouvé que ça marchait tellement bien avec le film. Ce film dans le film était vraiment... On n'aurait pas pu faire mieux. Donc dans l'Armée des 12 singes, on a Vertigo. Dans Cinéma Paradiso, on voit beaucoup de films. Alors, je ne saurais pas... Il y a forcément des gens qui ont fait la liste de tous les films qu'on voit à un moment donné. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution du cinéma. On voit les nouveautés apportées. Notamment, au bout d'un moment, le cinéma prend feu, ils le reconstruisent, et le prêtre n'a plus le droit de censurer les films, puisque ça ne lui appartient plus, ça appartient aux Napolitains. Et donc, on voit toute l'évolution du film non censuré, beaucoup de choses, le passage à la couleur, le passage au son, énormément de choses. Et justement, quand il revient dans ce présent, si je dis est-ce que le cinéma c'était mieux avant, c'est parce que son cinéma il est détruit. Et où justement, le Napolitain qui possédait le cinéma, il dit non, mais maintenant avec la télévision, les cassettes, les gens ça les intéresse plus le cinéma. Et c'est une question qu'on pose encore aujourd'hui parce que le cinéma a survécu aux cassettes et à la télé. Et maintenant, est-ce qu'il va survivre à Netflix et tout ça ? Je
pense que oui, quand même. Oui. Mais voilà, c'est intéressant. En fait, c'est une question qui est toujours posée. C'est, est-ce que le cinéma, c'était mieux avant? À toutes les époques? J'adore quand le cinéma est encore dans l'église au début, là par où sort la lumière quand elle est téléprojetée sur l'écran, qui est une tête de lion. oui. Ouais. Je trouve ça magnifique. Oui. Ça me fait un peu penser à l'affiche du Dracula de Coppola. Alors je crois que c'est un lion. C'est vrai, c'est une gargouille. Ouais, c'est ça, voilà. ouais. Ça m'a fait un peu penser à ça. Et de toute façon, la lumière en général est magnifique dans le film, dans ce film-là. Je me souviens de ce plan, tu sais, justement, quand ils projettent le film en plein air sur le bord de l'eau, et qu'en fond, tu vois la ville au bord de la mer qui est plus loin, et que tu as on va dire, la première rangée de maisons qui est parfaitement bien éclairée en blanc. Magnifique. Je peux pas en dire autant de l'Armée des 12 singes. Je dis pas que c'est moche. C'est juste que je l'ai vu en DVD sur un master qui était pas top. Donc sur une télé 4K, dans le présent ça allait, mais quand c'était dans le futur avec le décor ultra industriel verdâtre, des fois c'était un peu dur de distinguer le décor, ça faisait vraiment pisse un peu. Ça me faisait beaucoup penser à Alien la Résurrection. Voilà, pour ceux qui voient. C'était limite du Jean-Pierre Jeunet, mais en même temps Guillaume et Jean-Pierre Jeunet ça se ressemble un peu dans le style, par certains aspects on va dire, mais notamment l'utilisation de plans débulés ou de grands angles un peu récurrents. Mais le plan débulé. Quand il a regardé le film, il m'envoie: est-ce que Terry Gilliam il va faire un AVC s'il met pas un plan débulé dans son film? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Mais ouais, du coup, on va dire que c'était pas la meilleure, la vision optimale du film. C'est vrai. Très bien. Alors que sur le Master Blu-ray, Voilà. tout va bien. Ouais. D'ailleurs, au niveau des décors, il y a un truc. Tu veux en parler peut-être? Non, c'est juste que j'adore les décors. Vas-y, D'accord, continue. non, d'accord. Tu ne sais pas l'anecdote que je m'apprête à raconter. Non, vas-y. Le hamster dans la roue. Si, je sais. Voilà. Mais vas-y, continue. Le hamster dans la roue, c'est un problème sur les tournages, un véritable problème. C'est ce réalisateur qui veut à tout prix le détail, enfin contrôler chaque aspect des détails. Ah oui. Et il y a un plan qui est un plan où Bruce Willis se répare le bras, peu importe, où à un moment donné, genre dans un coin du plan, tu vois un hamster tourner dans une roue. Un truc on s'en fout, on s'en fiche, mais il voulait son hamster qui tourne dans la roue. Non, mais il voulait ce plan où, à un moment donné, en fond, là, tu vois le hamster qui tourne dans la roue, et ils ont dû attendre des heures que le hamster veuille Toute bien... une journée, je crois. Toute une journée, que le hamster veuille bien tourner dans sa putain de roue. Et bon, au final, ils l'ont eu, le plan. Donc, ils l'ont pas eu? Si, Si, mais ils l'ont je veux eu. dire... Mais à quel tout prix? ça, Parce que- oui, parce que- vraiment. Non, mais parce que du coup, j'ai regardé le film. Je savais pas à quel moment ça... Mais j'ai regardé pour essayer de voir ce putain d'hamster tourner dans une roue. Et Je l'ai tu pas l'as vu. même pas, Je ouais. l'ai pas vu. Mais je crois que c'est un moment, tu sais, quand il a des images un peu projetées derrière lui, et je crois que c'est l'image projetée de l'hamster dans la roue. Je sais plus. J'essaierai Mais- de retrouver pour les ouais. illustrations en vidéo. Mais voilà, c'est Tout ça pour c'est ça. un phénomène ça a donné lieu à un phénomène de quand le réalisateur veut Et trop très contrôler tous les détails, pointilleux. c'est un hamster dans une roue. Voilà. C'est un peu comme Kubrick qui veut faire la scène des escaliers dans Shining 130 fois. Là. Oui. Sauf que là, c'est pas Et à tu cause as du un hamster, c'est hamster Jack dans la Nicholson. Non, pas tant que ça. Non. Bon, je lui demandais s'il en était un d'hamster dans la roue. Ah. Parce que sinon, on referait chaque prise 10 fois. Ouais. Et on aurait un chef-op. Pour conclure sur ce message du passé, de vivre dans différentes époques, j'ai noté: la nostalgie est importante pour se souvenir d'où l'on vient, mais il faut avancer, vivre avec son temps et regarder vers l'avenir. C'est beau ce que tu dis. Moi, j'étais fatigué quand j'ai écrit ça. C'est quand même. C'est aussi ce que disait Star Wars 8. Mais les gens ont pas aimé. Bizarrement. Bizarrement. Et donc, pour passer entre ces époques, il faut utiliser des astuces de mise en scène, de transition. Comment est-ce qu'on transitionne entre ces époques? Pour Terry Gilliam, la question, elle a été tranchée. On sait pas. On fait un cut. On cut. Voilà. C'est le personnage se téléporte entre les époques. Un moment il est dans la boue, mais un moment il est plus. C'est ça. On ne sait pas vraiment comment ça marche. À un moment donné, il est dans sa petite bulle où il doit être absolument à poil, tu sais, comme le Terminator, pour être envoyé dans une époque. Mais il revient tout habillé, pas de soucis. On sait pas. C'est un peu énigmatique. Ouais. Et on ne sait pas vraiment toujours dans quelle époque on est. C'est assez amusant quand même de savoir à quel moment il va se téléporter. Parce que du coup,
quand on a compris qu'il pouvait se téléporter un peu, enfin, qu'il choisissait pas, c'est pas lui qui choisit de revenir, ben, on attend le moment, est-ce que ça va tomber à un moment inopportun, est-ce que ça va tomber pile au bon moment, ça tombe souvent quand même pile au bon moment, ça va. Dans le cinéma Paradiso, ben, il faut trouver des astuces, et pour le coup, c'est fait de manière très poétique à chaque fois. Toujours métaphorique, c'est vraiment... Alors, quand on avait... alors, je sais pas si tu te souviens, on avait étudié les transitions métaphoriques, sonores, et il utilise tout ça dans le film. Le moment où Alfredo passe sa main sur le visage et où il change. Il y a la transition entre... il part de Sicile en train et il revient en avion, par exemple. Transition d'époque. Parce qu'avant, l'avion, c'était pas, on ne pouvait pas se l'offrir. Et donc, je trouve ça magnifique. C'est pas un point commun entre les deux films. Ah, le point commun, c'est les transitions entre les époques. Non, c'est juste, j'ai envie de parler des transitions. Oui, c'est de la mise en scène, quoi. Voilà, c'est de la mise en scène. C'est à un moment donné, il faut trancher. Comment est-ce qu'on passe ? On passe. Moi, je trouvais ça intéressant, le fait que dans les deux films, c'est à partir de l'enfance que tout va se décider, en fait. Que c'est ce retour dans l'enfance qui est un moment décisif dans la destinée du personnage. Et je trouve que, notamment avec Cinéma Paradiso, je trouve que c'est très très juste dans le sens où je pense que vous aussi, quand vous avez grandi, vous êtes fait votre petite culture cinématographique avec vos films favoris, vos films phares. Et que c'est super important de voir des bons films quand on est petit, parce que comme ça te forge tes goûts et ça définit vraiment pas mal d'aspects de ta personne, je pense. J'étais étonnamment très fan de Astérix aux Jeux Olympiques. Ça explique tout. Putain, je le savais. Non, par contre, ce que tu dis, c'est très vrai. On a vraiment ces personnages qui sont conditionnés dès l'enfance. Donc, Alfredo, il va conditionner Toto à devenir quelqu'un. Alors, au début, ça va être à devenir projectionniste, mais vraiment à devenir quelqu'un, à ne pas être un simple projectionniste, à vraiment avoir ses projets, ses rêves à lui. Et c'est lui qui va lui dire de ne plus jamais revenir en Sicile. Oui. C'est une fois que t'es parti, tu n'en reviens plus. De vivre sa passion à fond plutôt que de rester dans son village où il n'a pas d'avenir. Voilà, alors qu'il pourrait aspirer à plus. Quoi. Bien sûr. Dans Amédée 12 Singes, c'est un peu pareil, où Bruce Willis, James Cole, c'est un prisonnier, et sa mission, il l'a fait en échange d'une réduction de peine. Donc un peu à la Suicide Squad. Super référence. Mais... voilà, et en fait, au début, il y va un peu par contrainte, et au final il prend la mission vraiment à cœur, de là à se sacrifier sa propre vie pour sauver le futur. Alors que à un moment, il se dit non mais la fin du monde elle va arriver quand même. On ne sait pas qui c'est l'armée des 12 singes. Enfin, on ne sait pas qui va libérer le virus. Vas-y, je parie que ma meuf, on va s'installer au bord de la mer, on va vivre ce qu'il nous reste à vivre, et puis voilà. Et non, quand même, il décide de quand même faire ce qui est juste. D'accomplir son devoir. C'est ça. Et encore un point commun entre les deux, c'est le fait que, encore une fois, que c'est... Dans les deux cas, ils abandonnent tous les deux leur amour, quelque part, pour combattre pour ce qui est juste, pour combattre pour le cinéma, pour combattre pour le monde, accessoirement. Toto, il abandonne pas vraiment son amour, c'est vraiment. Elle qui l'abandonne aussi. Et quelque part, c'est... Plus ou moins. Oui. Il se perd Parce que son véritable amour, c'est le cinéma. C'est ça. C'est ça. Et ça, il abandonne pas, ça, il le garde. Par contre, au niveau du conditionnement, Toto, du coup, pas Toto, Bruce Willis. Comment il s'appelle dans le film ? John McClane. John McClane. James Cole. Et puis James Cole, en fait, dès le début, il est conditionné un peu, avec cette image traumatisante qu'il a vue, à devenir un peu fou quand même. Oui. Parce que, certes, il est pas fou, puisque c'est pas une hallucination, ce qu'il vit, mais par contre, il est extrêmement violent. Il a été conditionné en fait dès son enfance à cette violence. Ne rendez pas vos enfants violents. Ça, c'est la morale du film. Voilà. Faut pas qu'ils jouent à des jeux vidéo violents, parce qu'après ils vont être violents, ils vont faire des tueries de masse. Et c'est la faute des mangas aussi. Mettez-leur Terrifier, ça va leur plaire. Mais par contre, ce qui est important dans les deux films, c'est la croyance. Dans Cinéma Paradiso, il y a une énorme influence religieuse de par le prêtre. On est en Italie post-Seconde Guerre mondiale. En Sicile en plus. En Sicile. Le parrain. Alors je pensais pas à ça, c'est juste que dans le sud de l'Italie, ils sont vachement croyants. Non mais c'est ma rève de la Sicile, c'est le parrain. Donc cette influence religieuse, et on incite Toto à pas vraiment la remettre en question. C'est un enfant de cœur, il doit faire sonner la clochette. C'est comme ça, c'est normal pour lui. Et
dans l'Armée des 12 singes, on n'a pas on sait pas ce que c'est l'Armée des 12 singes. On a juste besoin d'y croire. On a juste besoin de croire que ça existe, besoin de se dire c'est l'ennemi à abattre. On a besoin C'est d'un eux bouc qui ont lâché le émissaire. virus. Ouais. C'est ça, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, mais peu importe, on a juste besoin de les trouver, de leur niquer leur race. Et au bout d'un moment, ça ira mieux. C'est ça qui va tout résoudre. Et en fait, non. Est-ce que je compare la croyance en Dieu à l'armée des 12 singes ? Mhm. Risqué, mais... Non, mais il y a un peu de ça dans la censure du prêtre. C'est-à-dire que... on a dit beaucoup dit le mot conditionné, mais de par la censure du film, le prêtre impose, on va dire, une version des films qui n'est pas la réalité. C'est ça. Et ensuite, les gens découvrent les films dans leur intégralité en se disant ah non, mais c'était pas ça qu'on regardait à l'époque. Et même peu comme eux, ils s'en plaignent. Ils sont en mode, mais attends, Oui. mais on veut voir des gens s'embrasser, merde, à chaque fois ça coupe. C'est ça. Alors que dans l'Armée des 12 singes, c'est pareil. L'Armée des 12 singes, c'est vraiment l'organisation à retrouver, à abattre, pour se rendre compte qu'en fait, c'était juste une erreur, un leurre. Oui, une bande de fêlés qui finalement n'ont Ouais, pas fait de... C'est des activistes écologiques. Oui. Alors, on dit pas que tous les activistes écologiques sont des Non, fêlés. seulement Brad Pitt en Voilà. activiste. Surtout Brad Pitt. Ils voulaient juste libérer des animaux d'un zoo, Voilà. c'est tout. Oui. Et voilà. Et juste, ils ont foutu leur logo partout, et du coup, ils sont en mode... Plus le message de Madeleine Stowe, enfin de la psy, sur le répondeur, tout ça, et voilà. Mais en tout cas, cette croyance, ça permet aux personnages de maintenir un cap pendant une bonne partie du film. Et au final, quand ils les ont plus, c'est un peu le moment où ils sont perdus. Parce qu'au moment où Bruce Willis se rend compte que l'armée des 12 singes, c'est pas grand-chose, d'un seul coup, il est perdu. Et dans le présent de Cinéma Paradiso, il n'y a plus du tout cette influence religieuse. Le présent des années 80. Et donc, c'est vrai que le personnage, il est plus reconnecté. Il a besoin de revenir dans cet espace, de revoir les gens pour se reconnecter Avec ses racines. Avec ses racines, exactement. Et le point suivant, c'était combattre la censure. On a commencé déjà à en parler. Et notamment, on va beaucoup censurer Bruce Willis, puisqu'on refuse de l'écouter. On va lui dire tu es fou. On l'enferme dans son asile. On l'abrutit. On l'abrutit aussi avec ses... Comme ça, bon... Injection. On a déjà parlé. Injection, pour ceux qui n'ont pas l'image. Ah oui, les injections. On lui pète dessus. C'est vrai que c'est un Putain. effet très abrutissant. Bon, j'en suis entre neuropsychiatre. Putain. Mais en tout cas, cette censure, elle est normale du point de vue des protagonistes, même si elle paraît... Pardon, il rit alors je ris, c'est nerveux. S'il te plaît, laisse-le ce passage. En tout cas, la censure, elle est normale pour les personnages dans le contexte du film, mais elle apparaît comme terrible et injuste pour le spectateur qui, du coup, a beaucoup plus de recul. Et donc, on a ces personnages qui veulent renverser une forme d'ordre établi, Toto, qui se faufile dans la cabine de projection, malgré les interdictions du prêtre, de sa mère, du projectionniste. Il y va parce qu'il a envie. Bruce Willis, Qui demande à repartir à chaque fois. Il demande à repartir et il se pète les dents parce que potentiellement le capteur est dans les... Enfin bref, peu importe. Oui. Et il refuse de se faire retéléporter dans son époque. Il veut rester dans les années 90. On a des petits rebelles quand même dans ce film. Et en même temps, s'ils n'étaient pas rebelles, on n'avancerait pas beaucoup. Il n'y aurait pas de film. Cinéma Paradiso est un film un peu plus punk C'est vrai. que ce qui paraît, quoi. Et aussi, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi de s'élever, puisque dans le Cinéma Paradiso, t'as Toto qui... Toto, il n'a pas de papa, il vit dans une... Te moque pas. On dirait, oh le pauvre. Non, mais Oui. Où est ton papa ? c'est la petite... Oui. C'est l'Italie rurale, Oui. qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de... Il est éduqué, mais pas suffisamment pour devenir très riche, etc. Donc, c'est vraiment une forme d'élévation sociale pour lui. Et pour Bruce Willis, pour lui, c'est l'occasion d'alléger sa peine de prison et même de recevoir les éloges des scientifiques, alors que de base, je pense qu'il est juste vu comme de la chair à canon, très Oui. concrètement. De la chair à canon qui est violente, donc c'est Oui, bien, en plus. c'est pratique. Et ouais, donc il y a vraiment cette envie de sortir du système et de, en plus, vraiment niquer le système à fond. Et c'est ça Mais qu'on aime. aussi de devenir un héros, de Et devenir quelqu'un. quelqu'un. De devenir quelqu'un. Puisque Bruce Willis va finir par sacrifier sa vie pour cette cause qu'il défend.
et d'une certaine manière changer les choses. Mm-mm. Alors, il y a la toute fin du film qui a beaucoup fait discuter en interne parce que Terry Gilliam n'était pas d'accord avec les producteurs. En fait, c'est les producteurs surtout qui ont imposé cette scène où le mec qui détient le virus rencontre l'une des scientifiques de l'équipe. Dans l'avion, oui. Et tu me demandais ce que j'en pensais, enfin de comment je l'avais interprété. Oui, quelle était ta théorie sur la vraie fin, parce que la fin est ouverte. En fait, ce qu'ils expliquent dans les making-of, c'est que justement, ils ont rajouté cette fin pour expliciter quelque chose, pour expliciter qu'il avait réussi son objectif et que grâce à lui, la scientifique allait pouvoir rencontrer le mec du virus et stopper le virus. Ah, ils ont choisi ça comme fin. Et en fait, c'était censé expliciter, alors que ça brouille les pistes plus qu'autre Oui, chose. parce que au contraire. les autres possibilités, c'est que Pour moi, elle C'est était que- de mèche. Oui, Clairement. elle était de mèche, exactement, voilà. ouais. Et l'autre, elle est moins probable, c'est qu'en fait, soit juste un pur hasard et que c'est la scientifique dans le passé, mais juste elle ne s'en rend pas compte. Mais en termes d'âge, ça correspond pas. Et ce que j'aime bien aussi dans L'Armée des 12 singes, qui fait que c'est un de mes films, un peu de mes films phares, c'est le côté aussi Terry Gilliam qui fait son truc à sa sauce, alors que Hollywood n'aime pas beaucoup sa façon de filmer, n'aime pas beaucoup sa vision artistique des Ils choses. veulent des plans bullés. Voilà. Et aussi le fait que à la fin, la scientifique qui est dans l'avion, elle dit qu'elle est dans les assurances et que pour moi, c'est un peu son petit pied de nez en disant vous voyez là, vos scientifiques, ils connaissent rien en sont science. bidons. Ils sont bidons. C'est juste des mecs qui étaient déjà bien établis dans la société et qui ont pu s'élever grâce à ça, qui ont pu rester en haut et laisser les autres dans leur merde, dans leur mouise et s'en servir comme de cobayes, comme Il y a- de petits rats dans les laboratoires. Et ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que effectivement, il y a une forme de hiérarchisation de la société dans les deux films. Les Oui. scientifiques, ils sont toujours au-dessus de Bruce Willis. Ils sont toujours filmés en contre-plongée. Totalement. Oui, contre-plongée. Et ils sont toujours au-dessus, comme les mecs dans le cinéma de Cinéma Paradiso, ceux qui sont au-dessus, qui crachent Crache sur les dessus, pauvres comme ça. oui. Ouais. C'est les riches qui sont là, alors que la classe populaire, ils sont en bas avec leurs petites chaises et tout. Mm. Donc dans les deux films, on représente aussi cette hiérarchisation sociale. Ce qui m'étonne pas de Terry Gilliam, c'est aussi, je pense, une pique peut-être aux producteurs des films en général. Alors je sais pense, pas si ouais. celui-là a été produit par Harvey Weinstein, Non. mais on se rappelle de ce qu'il a dû endurer sur les frères Grimm, Oui. dont on a parlé dans le podcast évidemment. Terry Gilliam qui fait partie des réalisateurs maintenant dont on a plusieurs films dans le podcast avec Tarantino et... 3. On en a 3 de lui. Ouais. Avec Sacré Graal. N'oublions Mhm. pas Sacré Ouais, Graal. c'est ça. Et je crois qu'il y a que Tarantino après qu'on a fait plusieurs fois. Euh, De tête. Tim Burton. Ah, Tim Burton, oui aussi. C'est vrai. Ouais, Terry Gilliam, il a été présenté comme un réalisateur hollywoodien maintenant. Alors que, Ouais. Alors qu'il n'a Non, jamais, il n'est jamais vraiment rentré dans leur moule, quoi. Non, c'est c'est- juste qu'il a eu du succès. Ils ont dit ouais, c'est bon, maintenant tu fais partie de nous. Et surtout qu'il a jamais fait de gros blockbusters. Non, bah justement, En fait, il a fait des gros films, genre Oui. Brasil, Oui. mais c'est pas des blockbusters. Non. Mais au niveau rentabilité, c'est l'Armée des 12 singes qui avait le mieux marché. Oui. Après, je vais pas vérifier avec les autres, mais il Ah, me semble que c'est lui qui a ouais. vraiment le mieux marché de. Oui, après, ça a toujours été en dents de scie, c'est-à-dire qu'il a Oui. toujours réussi à faire plus ou moins des films parce qu'il y en a un qui marchait, celui d'après non. Enfin, Mm, mm. là, ça fait longtemps qu'il en a pas fait. Enfin, son dernier film, c'était L'homme qui tua Don Quichotte. Un film qui a malheureusement floppé. Alors, je ne l'ai pas vu, mais c'est parti de ces films de réalisateurs que voilà, c'est des projets qui tiennent Qui sur des n'aboutissent décennies pas, oui. et que le moment où ils se font, ils n'attendent pas, on va dire, ils n'atteignent pas le niveau d'espérance des spectateurs. Et souvent, c'est des désastres au box-office. Tu vas parler de Megalopolis. Ah, on a l'exemple avec Megalopolis. Il n'attendait que ça. Ah, il a pas aimé Megalopolis. J'étais à côté de lui dans la salle de cinéma et il a pas aimé. Hein. J'aurais aimé ce film. Mais voilà, Gilliam, c'est parti de ces réalisateurs-là. Et je trouve que c'est un truc qui se généralise de plus en plus de grands réalisateurs qui ne laissent pas forcément faire le film qu'ils veulent faire, à part si tu t'appelles James Cameron ou Steven Spielberg. Et c'est comme Clint Eastwood qui sort son dernier film, parce que maintenant il est trop vieux, enfin, c'est son dernier film qui sort là à la fin du mois. Et le truc, c'est que j'ai vu la bande-annonce au cinéma récemment où ils disent il sort là le 30 octobre, et en France, il aura une sortie normale dans plein de salles et tout. Aux États-Unis, à la base, ils voulaient le diffuser direct sur HBO Max, ce que je trouve irrespectueux pour quelqu'un comme Clint Eastwood, surtout que c'est son dernier film. Je veux dire, c'est une légende du cinéma. Tu sais que
les gens vont aller le voir, même surtout les vieux, tu vois, aux US. Mais là, aux US, du coup, il va pas être sur Max directement, il va être diffusé, tiens-toi bien, dans 60 cinémas. Alors qu'en général, un film de ce calibre-là aux États-Unis, c'est diffusé dans 4000 cinémas. Voilà. Et tu dis, mais... Sur le territoire américain. Oui. C'est ridicule. C'est ridicule. Je sais pas quelle est leur stratégie. Parce que... Je crois qu'ils en ont pas. C'est pas... parce que pour le coup, ça a pas l'air d'être Megalopolis, toi. Ça a pas dû coûter 120 millions de dollars, tu vois. Je pense qu'ils le mettent au cinéma, ça se rentabilise plutôt vite. Mais bref, je ne comprends pas. Et malheureusement, avec Terry Gilliam, il y a plein de réalisateurs qui ont droit à ces traitements, je pense, un peu irrespectueux quelque part, au vu de leur carrière. Mais c'est comme ça, c'est le côté industrie du cinéma. Après, Terry Gilliam, quand il a fait L'Armée des 12 singes, c'était bien avant les frères Grimm. Ah oui. Et il était beaucoup plus respecté, étonnamment, à cette époque-là. Bien sûr. Mais... C'est quand même fou que quand des réalisateurs sont vraiment établis, c'est à ce moment-là qu'on se met à plus les respecter. Non. C'est quand même étrange. C'est comme Scorsese qui est obligé de sortir à l'époque The Irishman ou Killers of the Flower Moon sur des plateformes, sur Netflix, sur Apple TV. Et encore, Killers of the Flower Moon, ouais, il a eu droit à une sortie au cinéma. En France. Aux États-Unis aussi. Oui. Ça va. Mais peut-être plus limité. Ça reste Putain, on un leur film fait une Apple fleur TV. en Ouais. plus. Par contre, il n'a pas le droit à une Une sortie. flower. Par contre, il n'a pas le droit à une sortie physique. Ah Voilà. C'est-à-dire que si tu veux un Blu-ray de ce film, il te faut prendre un import italien et encore. Un apport du pays de Cinéma Paradiso. On peut aussi voir un parallèle par rapport à Cinéma Paradiso sur le fait que le cinéma italien se porte très mal. Alors, du coup, c'est sorti dans les années 80. Est-ce que déjà dans les années 80, le cinéma italien était mort ? Parce que, en fait... J'ai pas l'expertise. Je saurais pas dire. Alors, je saurais pas dire non plus. Aujourd'hui, c'est dead, mais les films italiens qui sortent aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns. Il y avait eu un très très bon film cette année, j'ai plus le nom. Mais il était Ah oui, en noir et blanc, là. Non. Ah, l'affiche était en noir et blanc, Peut-être, je sais pas. Oui. Mais je vois de quel tu parles. Mais maintenant, c'est des productions franco-italiennes. C'est-à-dire que les réalisateurs viennent en France faire leurs films. Et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait. Enfin, dans tous les cas, Cinéma Paradiso est une coproduction franco-italienne. Bah, c'est parce qu'en France, on a encore un système qui finance bien les films avec le CNC, l'audiovisuel, etc. Parce qu'on a, pour le coup, le service public fonctionne bien sur ça. Contrairement en Italie, où bizarrement, quand c'est des fachos qui sont au pouvoir, le cinéma et la culture en général prend un coup. Et c'est pour ça que le cinéma était... Ça se portait déjà très mal avant l'arrivée des fachos. Mais c'est pire. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça ne bénéficie jamais à l'art. Et je dis ça déjà parce que j'ai envie de le dire, mais surtout parce que c'est un peu lié au film, où on sort de la guerre et tout, il y a encore ce côté censure des films, etc. Du code Hays dont on parlait il y a 2 ou 3 épisodes. Dans le dernier épisode, littéralement. Voilà. C'était il y a longtemps. Mais voilà, donc on peut rapprocher ces éléments-là, quoi. Et malheureusement, il est très important pour les cinémas, on va dire, de pays mineurs qui ne sont pas des giga-industries comme Hollywood, de se préserver, de continuer à pouvoir bien se développer, un peu comme les cinémas de quartier, qui certes ferment de plus en plus, et c'est sûr que c'est plus simple de privilégier un multiplex parce que tu as des meilleurs services, tu as plus de films, etc. Mais c'est toujours important. Mais il y a une ambiance particulière quand tu arrives dans ces vieux cinémas à l'ancienne, voilà, où tu as ton ticket en vrai. Ouais. Voilà. Avant je faisais la collection, bon maintenant je peux plus parce que j'ai tout sur le téléphone, ce qui est un peu dommage. Mais il y a ce truc et il y a une sensation particulière et c'est vrai que c'est dommage quand ça ferme. L'avantage aussi des petits cinémas de quartier, pour ceux qui se plaignent, c'est que du prix du cinéma, c'est qu'en général, c'est moins cher que le multiplex du coin. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi, ça coûte 7 € contre 14 € dans le pâté local. Mais voilà. Après, il y a aussi le cas des cinémas qui sont rénovés et qui deviennent beaucoup trop chers, comme le cinéma Opéra à Paris. Mais bon. 25 € pour une séance normale. Hein, t'avais pas vu passer ça, la séance à 25 €, voilà. Pas de cinépass pâté qui marche. Si, maintenant si, mais que pour le, mais le cinépass plus à 40 balles par mois. Ouais. Je ne comprends pas. Ah bah, voilà. Le monde est fait pour les riches. Voilà. Bon, c'est à Paris aussi, mais quand même. Encore une fois. D'où l'importance de l'héritage, de la transmission, qui est un des thèmes centraux de ces 2 films, de Cinéma Paradiso, de l'Armée des 12 singes, de Alfredo, qui offre l'opportunité à Toto de devenir quelqu'un, de Bruce Willis, qui se donne la possibilité de devenir quelqu'un à lui-même, du coup. Pour un meilleur futur. Pour avoir un meilleur futur, qui est donc un des thèmes qu'on retrouve dans ces 2 films.
avec notamment la construction scénaristique, le fait de renverser l'ordre, le fait d'être conditionné dès l'enfance. Ce sont des thèmes qu'on retrouve dans Cinéma Paradiso, dans l'Armée des 12 singes. En tout cas, c'est ainsi que se conclut ce 21e épisode de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine fois, alors normalement on parlera de Tron et de Tron Legacy, qu'on avait déjà annoncé à une époque parce qu'on n'a pas pu le faire, et normalement on va réussir à le faire. Voilà, donc on va dire Tron Legacy, a priori. Et en attendant, ce soir, si vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Cinéma Paradiso sur Univers Ciné et l'Armée des 12 singes 12 Monkey en VOD, et bien évidemment les deux films sont disponibles en DVD et en Blu-ray. Merci de votre fidélité, ciao, bye. Salut. J'aime ce monde. Si vous j'aime dites de lever les bras, poissons, vous le réveillez, d'accord? j'aime les grenouilles et les araignées. Je l'ai dit 100 fois aussi, ça il faut que je le remette en place quand je rends la pellicule. Penchant de penchant, mais ce que tu fais t'emmerdant. Je rends les filles pour tout le monde. Ça va? Pour ce connard, c'est un malade mental, c'est normal que je m'agite. Pam, pam, pam. Fais d'abord et pense après. Ça, c'est pas un travail pour des gens distingués. Nous, gros de connards, espèce de traite. Le front de libération des animaux sur la seconde avenue et le quartier général secret de l'armée des 12 singes. Ce sont eux qui sont à l'origine de tout. Joyeux Noël et bonne année. Dans la Sicile des années 40, qui se fait appeler Toto par tout le monde, et il fait pas spécialement des blagues, mais voilà, on l'appelle Toto. Ah, il est en forme lui aussi. Hein. C'est lundi, attends, je reprends.